Lorsque vous avez 9 ans, vous aimez bien faire toutes sortes de choses. Par exemple, moi, à 9 ans, j'aimais bien avoir des amis ou, par exemple, jouer au tennis. Et c'est tout naturellement, en voyant mon père jouer au piano, et à l'époque, il en jouait déjà depuis de nombreuses années, donc il jouait déjà bien, que je me voyais déjà rentrer dans une salle de concert, de jouer devant des milliers de personnes venues du monde entier, évidemment, pour venir m'écouter. Et c'est en voyant mon enthousiasme que mes parents ont décidé de m'inscrire à des cours de piano. Et je suis allé tout heureux à mon premier cours, apprendre mon premier morceau qui était très facile, d'abord la main droite, la main gauche. Et plus j'avançais dans mon apprentissage, plus les morceaux devenaient compliqués. Et je me rendais compte que c'était vraiment compliqué d'aller tous les jours devant son piano, déchiffrer une partition, et plus le temps avançait, plus je me décourageais. Jusqu'à mes 11 ans, où finalement je décidais que je préférais taper dans une balle de tennis plutôt que sur des touches de piano, et que j'arrête complètement de jouer de mon instrument. J'ai ensuite pu toucher un piano jusqu'à mes 17 ans, où je voyais toujours mon père jouer, et j'avais quand même un léger sentiment d'inachevé. C'est-à-dire que j'adorais écouter de la musique, mais j'avais envie d'en faire moi-même, de faire quelque chose, et vraiment de jouer du piano. Et mon père voyait bien mon problème, puis c'était aussi son problème, il avait arrêté puis recommencé. Et on a commencé à en discuter, et on s'est rendu compte, en parlant autour de nous, que c'était le problème, pas seulement notre problème, mais le problème de nombreux musiciens. C'est-à-dire que de nombreux musiciens amateurs se décourageaient et arrêtaient tout simplement de jouer de leur instrument. Et c'est à cette époque aussi où les premières tablettes, les premiers iPads sortaient sur le marché, et on s'est dit comment faire pour rendre l'apprentissage du musicien à la fois plus ludique, mais aussi un peu plus efficace. Et on est venu avec un premier prototype de quelque chose qu'on a rapidement appelé une partition interactive, et dont la première fonctionnalité permettait de jouer chez soi, accompagné par d'autres musiciens, un peu comme une salle de concert. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Sylvie, qui fait de la flûte et qui va vous illustrer cette fonctionnalité, et qui va vous interpréter le thème principal du film Le Parrain à la flûte, accompagné par un orchestre. Donc, par exemple, pour cette partition interactive, vous voyez la partition qui défile sur l'écran, et on a enregistré. Le but, c'était vraiment de pouvoir jouer avec un orchestre et pas simplement avec un ordinateur. Donc, on a travaillé avec 50 musiciens qui ont enregistré cet orchestre. Et on a fait ensuite tester ce prototype par de nombreux musiciens. Et il faut savoir que ça a l'air assez évident maintenant de voir une partition qui défile sur l'écran, mais c'était il y a plusieurs années. Et quand on est venu parler aux écoles de musique en montrant une partition interactive qui défilait sur un écran, alors qu'ils utilisaient des partitions papier depuis des centaines d'années, c'était quelque chose qui était... on n'est pas forcément été toujours bien accueillis, mais en même temps, de nombreux musiciens amateurs nous disaient, voilà, moi ça m'aide, ça me rend service, et même si je fais des fautes au final et je joue tout faux, le fait de jouer avec un accompagnement, ça dynamise mon apprentissage et j'ai envie de jouer plus de musique. Donc sur la base de ces feedbacks, on a eu aussi le feedback de musiciens plus débutants qui nous disaient « Oui, moi c'est génial, mais j'arrive pas à suivre le rythme de l'orchestre parce que c'est trop rapide et je suis dépassé. » Donc c'est la deuxième fonctionnalité qu'on a implémentée, toujours basée sur le retour de musiciens, c'est la possibilité de ralentir la vitesse de l'accompagnement sans aucune perte de qualité de son. Donc je dirais qu'il y avait un besoin des musiciens, mais un besoin inconscient. C'est-à-dire que comme ça n'existait pas, il ne pouvait pas y avoir un besoin pour quelque chose qui n'existe pas, évidemment. Donc on a dû chaque fois tester les fonctionnalités. Ensuite, on a rajouté la possibilité de s'enregistrer, de se réécouter, d'ajouter des annotations dans la partition.
pour finalement arriver début 2013, en janvier 2013, avec la première partition interactive. Donc on était assez excités à l'époque. C'était une sonate de Jean-Sébastien Bach qu'on a soumis à Apple, à l'App Store, donc sur iPad. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'était l'époque où il y avait toutes les apps, les applications qu'on connaît, qui faisaient des millions et des millions de téléchargements. Donc on va dire qu'on avait certaines attentes vis-à-vis de cette première partition interactive. Malheureusement, on a dû se rendre compte que ce n'était pas évident de vendre une partition de Jean-Sébastien Bach. Et vous avez ici un extrait des ventes sur les 2 premiers mois. Donc vous voyez des ventes totales de 83,95 $, ce qui permettait tout juste de m'acheter une bière à la fin de chaque semaine de travail. Et alors, évidemment, on était un peu déçus parce qu'on attendait quand même un peu plus et on a dû se rendre compte que pas tout le monde voulait jouer du Jean-Sébastien Bach, même si j'aime personnellement bien Jean-Sébastien Bach, mais disons, les gens voulaient jouer autre chose et c'était un deuxième comment faire, c'était comment faire pour adresser tous les musiciens et pas seulement ceux qui voulaient jouer Jean-Sébastien Bach. Donc on a dû étendre notre catalogue, du catalogue classique, du pop, du rock, des musiques de film, et aussi pour tous les instruments, et développer des milliers de partitions interactives. Alors vous imaginez que si on enregistre 50 musiciens pour le parrain, enregistrer des milliers de partitions interactives, c'est un travail qui est énorme, donc on a dû enregistrer en Suisse, mais aussi partout à l'étranger, et on travaille maintenant avec des centaines et des centaines de musiciens, mais disons c'était l'étape suivante. Notre système actuellement permet par exemple à un violoncelliste au Sri Lanka de jouer accompagné par un orchestre en Allemagne, ou à n'importe quel musicien jouant n'importe quel instrument de jouer accompagné par les musiciens qu'on enregistre nous. Mais maintenant, quelle est l'étape suivante? Pour nous, l'étape suivante, c'est pas simplement de connecter des musiciens amateurs avec les musiciens professionnels qu'on enregistre, mais ce serait de connecter 2 musiciens amateurs, le même violoncelliste au Sri Lanka avec une pianiste en Suisse par exemple. Et comme la musique, vous le savez, se lit dans le monde entier, donc une note de musique se lit la même chose en Chine, au Brésil, en Suisse ou au Japon, on pourrait imaginer connecter tous les musiciens entre eux et que 2 musiciens à l'autre bout du monde puissent jouer ensemble une partition interactive. Et ça, c'est pour notre vision. Et si je résume notre comment faire, ça a tout d'abord été de croire qu'il est possible d'utiliser ces technologies pour rendre service aux musiciens et pour dynamiser son apprentissage. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été de comprendre les besoins du musicien, puisqu'au final, c'est eux qui allaient utiliser ces partitions interactives, et c'était de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient. Et finalement, je dirais que le troisième comment faire, c'est de persévérer, de travailler et de faire, et vraiment de faire en sorte que l'apprentissage d'un instrument devienne une expérience unique. Merci.